l'herbe sous les pieds de Boumediene, mais on l'a empêché de faire ce qu'il devait faire à un moment où il devait le faire. Il avait une grande amitié, une grande sympathie pour Rouet Boumediene. Je les ai vus même en photo ensemble chez Paul Balta, avec sa femme Claudine. Mais demandez-lui cette anecdote-là, vous verrez. Oui, elle est fabuleuse. J'ai envie de dire, vous êtes encore plus crédible en ayant une préface de Paul Balta. Fabuleux. Comme c'est un ami, donc il a bien voulu. Ça, c'est un mensonge, si vous voulez. C'est une forte articulation entre l'immigration, sur le thème sur lequel je travaille toujours, et l'islam, qui est aussi partie intégrante de cette migration. Le débat islamophobie, intégration des communautés musulmanes en France existe toujours, selon vous? Je viens de passer, de donner une conférence à l'hôtel de ville, à Saint-Denis, basilique, l'hôtel de ville de Saint-Denis, dans le 93, en banlieue parisienne, sur justement cette notion d'islamophobie qui est à la mode en ce moment et que les gens n'ont pas très bien compris. Donc on a essayé de définir un peu ce que c'est que cette islamophobie et d'où vient ce sentiment islamophobe, parce qu'il vient vraiment de l'origine, c'est-à-dire pratiquement de l'avènement de l'islam, c'est-à-dire quand l'islam est apparu, il y a eu une hostilité catholique, chrétienne, une hostilité également juive, parce qu'on considérait la religion islamique comme étant une fausse religion, comme une contrefaçon de la religion chrétienne, voire même une hérésie. Ouais, quelle est votre vision, vous? Quel est le regard que vous portez sur Tariq Ramadan, par exemple? Alors, Tariq Ramadan, il est professeur à l'université d'Oxford, interdit des universités de France, considéré comme le diable en personne. Voilà, il est un peu diabolisé, un peu moins maintenant que je connais. Oh, il y a encore plus, j'ai envie de dire. Oui, bon, que je connais personnellement. Mais lui, il y a d'autres spécialistes quand même de l'islam. Qui sont moins médiatisés? Moins médiatisés, mais peut-être qu'ils sont moins ancrés, si vous voulez, dans le social. Parce que lui, il investit un peu le champ du social, la jeunesse, la pratique, le rite, etc. J'adore, il était une fois les beurs, le petit prince de Calixte Béala, l'honneur perdu d'Abdou Traoré, le miroir aux alliés. Et je peux vous le dire en direct? Ah bon, je m'en fiche, je comprends plus avec moi. Je peux le prendre celui-là après l'émission. Oui, bien sûr, c'est pour vous. Je le dirai avec mon père. Voilà. On en débattra. Et puis, il y a les Maghrébins de France, vous avez... C'est un ouvrage collectif. C'est un ouvrage dans lequel j'ai un gros chapitre, c'est le 4e aussi, qui a été fait à Toulouse, à l'Université de Toulouse, qui nous a sollicité, et que j'ai sorti. Donc, le chapitre 4 m'appartient. Alors, dites-moi, à travers aujourd'hui, quelle est votre adresse postale? Si on veut vous envoyer une lettre, on l'envoie à quelle adresse? Postale France, Algérie? Bien sûr, les deux. Les deux. Je suis à Sétif, boulevard Colonel Amero, et je suis à Paris même. D'accord. Voilà, je suis à Paris. Entre les deux, mon cœur d'Alance, ou entre les deux, ma vie continue? Ma vie sans récit. Ah ouais, c'est voilà. C'est ça le fort de ceux qui ont du fond et non pas de la forme. C'est ceux qui trouvent les bons mots au bon moment, j'ai envie de dire. Là, je suis plus que gentil aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. La bataille de Sétif, islam et immigration, le souffle du Dahra, résistance algérienne de 1924 à 1962, les mots François Non, l'homme de rupture, et la bataille de Sétif, mais également Maghrébin de France, François Non, l'homme de rupture, les voix de l'exil, les mots, beaucoup d'ouvrages. Comment vous expliquez que vous soyez un écrivain peu médiatisé? Peut-être pas que en Algérie, mais en France, si. Oui, en France, Algérie, pas souvent. Il y a des plateaux qui sont spécialisés. Ouais. En Algérie aussi, je suis passé avec plusieurs fois dans ce même plateau. J'étais d'ailleurs en face. Avec Youssef Saleh ou avec Karim Amiti? Avec Karim Amiti. Que je salue. Voilà, je suis passé même avec une de vos collègues. On avait un colloque sur l'exil. J'étais à l'Horacine. Oui, ça c'est pas voilà, il s'est croisé même avec vous. Peut-être vous voyez qu'il défilait beaucoup de monde. Non, je vous vois, je vous dis que vous avez rajeuni. En fait, ça c'est pour ce qui est du souffle des Dahra, j'ai fait la préface, c'est un livre d'histoire. Ouais. Pour vous dire que je touche aussi à l'histoire. C'est la résistance, l'histoire de la résistance algérienne de 1924 à 1962. D'accord. Allez, sur France Salon, peut-être, parce que aujourd'hui, si on veut parler de France Salon, vous pensez que les valeurs de France Salon existent encore de nos jours? Nous sommes en 2014, nous sommes un 6 avril, au lendemain de votre anniversaire. Nous sommes, je veux dire, il y a un combat. France Salon nous a laissé beaucoup de choses, beaucoup d'orientations, et puis nous devons tenir, si vous voulez, cette ligne de conduite, parce que vous me posez la question sur cette épigraphe que j'ai mise, si vous voulez, comme espèce d'équipe, comme ça au début du texte, avec le titre aussi qui est l'homme de rupture.
Frantz Fanon fait partie des grands hommes Oui. du XXe siècle. C'est quelqu'un, si vous voulez, qui a introduit une véritable rupture paradigmatique, une véritable révolution épistémologique en faisant, si vous voulez, de toute la civilisation européenne et de toute la civilisation française un jugement critique et une évaluation pour remettre en cause tout ça. En fait, c'est un peu le père, si vous voulez, même de l'orientalisme. L'orientalisme, c'est aussi une remise en cause de tout ce qui a été fait sur l'Orient, sur les Arabes, sur l'islam, etc. Et lui fait partie de tout ça. Et également, il a activement participé à cette notion qu'on appelle la libre étude, qui est aussi une remise en cause des valeurs européennes et si vous voulez, des messages qui veut que la France a un message de civilisation, un message de paix, alors que en fait c'est pas du tout. François Maspero, on dit ça comme ça? Voilà, Maspero, oui, c'est l'éditeur. Cette phrase que vous notez, et que vous devez noter dans l'un des chapitres Essence noire et christianisme blanc, mission civilisatrice, point d'interrogation. Il eût été difficile de l'invoquer dans un pays qui devra attendre 1848 pour abolir l'esclavage de ses colonies. Absolument. Alors qu'il y a d'autres pays, d'autres civilisations qui ont fermement dénoncé l'esclavage bien avant 1848, bien sûr. Vous signez bientôt? J'ai déjà signé plusieurs fois. Ouais, vous signez bientôt un autre ouvrage? J'attends la sortie sous presse. Je vous signale juste que cet ouvrage a été traduit en espagnol, en arabe sous le titre Frantz Fanon, Rajul al-Qati'a, donc l'homme de rupture, et il va être traduit en anglais. Ce roman qui est la bataille de Sittil vient d'être traduit en arabe également. Voilà, et l'islam et l'immigration est aussi en voie de traduction. Et je vous signale juste donc la sortie prochaine, j'espère que j'aurai l'occasion de vous le remettre. Ah oui, mais je viendrai, moi je viendrai. C'est un essai qui s'appelle Anthropologie africaine et littérature négro-américaine. La relation entre les deux? Les connivences? Oui, connivence non, mais oui, c'est-à-dire toute la révolution, en fait, pour dire que je veux dire, enfin, il y a une grande articulation entre l'Afrique et le monde noir américain qu'on a tendance un peu à oublier, mais bon, j'ai remis un peu tout ça en place. Abdelkader Benarab, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un honneur et un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Notre matinée, elle va filer. Matinée ou matinale?